Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Mathieu Sobad, qui est médecin du sport au CHUV et à Unisanté à Lausanne. Mathieu, bienvenue sur le Hopcast. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis dans cet épisode, on va parler ensemble de la médecine du mode de vie, du rôle important du système nerveux autonome et les clés pour adopter une démarche plus proactive après 40 ans. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter aux personnes qui nous écoutent en nous disant brièvement votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené aussi à la médecine? Alors moi, je suis originaire de Biarritz en France, au Pays Basque, et j'ai fait mes études de médecine à Bruxelles en Belgique. Après, je suis venu en Suisse faire ma spécialisation en médecine physique et réadaptation. Donc, je suis médecin rééducateur. Et en parallèle, j'ai fait ma formation graduée, postgraduée de médecin du sport, médecine du sport et de l'exercice en Suisse. Donc, voilà, j'ai fait j'ai travaillé entre les HUG à Genève, la clinique romande de réadaptation à Sion. Et ça fait maintenant 10 ans que je suis au CHUV, au centre de médecine du sport. Et maintenant, je suis à temps partiel. Ça fait quand même, ouais, même 8 ans même que je suis maintenant à temps partiel entre le CHUV, donc le centre de médecine du sport, et le département promotion de la santé et prévention à Unisanté. Je suis à 30%. Euh, Là, j'ai monté une consultation de conseil en activité physique dans les maladies chroniques. Donc, l'idée, c'est d'utiliser l'activité physique comme un outil thérapeutique dans différents types de maladies, on pourra en parler. Et donc, voilà, j'ai un bon combo entre m'occuper de sportifs ou de personnes au sens large de rééducation via le mouvement et d'utiliser un peu dans le conseil d'activité physique dans les maladies chroniques où là, c'est pas du tout forcément des sportifs, ça peut l'être, mais on essaie d'accompagner encore plus sur l'activité physique sans parler forcément de sport. Et, euh, et aussi, en parallèle, je termine aussi un PhD, un doctorat en sciences du sport aussi, en physiologie à l'Université de Lausanne. Et donc, c'est vrai que depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai un temps partiel entre la clinique et les activités de recherche, et aussi une petite partie d'enseignement aussi à l'Université de Lausanne, en sciences du sport et à la faculté de médecine aussi, et aussi un petit peu en physiothérapie. Donc voilà, c'est très diversifié et transactionnel et c'est ça un peu qui me plaît beaucoup dans mes activités. Super, un grand parcours et puis ben l'emploi du temps doit être bien chargé, donc merci encore d'autant plus de m'accorder ce temps et pour toutes les personnes qui vont nous écouter. Avec plaisir, je parle même pas de mes trois enfants et que voilà et qu'il faut Ça, et qu'il faut c'est pour faire du le... sport et qu'il voilà, donc, voilà, il faut bien s'organiser. C'est Je, là je- qu'on en parle. je veux bien croire. Et du coup, on va rentrer dans la première partie qui est sur la médecine du mode de vie. Déjà, en quoi consiste-t-elle et comment elle se différencie finalement de la médecine conventionnelle? Alors, disons que c'est une approche, on va dire, qu'on appelle, c'est un mot assez à la mode actuellement, qui est une approche holistique, c'est-à-dire qu'on va utiliser un peu tous les grands déterminants de la santé, surtout dans une approche justement préventive. L'idée, c'est pas d'attendre forcément qu'on ait une maladie et de la traiter. Ça, c'est ce qui se passe dans notre mode de vie, dans notre médecine, on va dire, classique occidentale, en fait. Et ce qu'on nous a toujours appris à faire. Nous, en tant que médecins, on nous a appris à soigner, on nous a appris à détecter des maladies ou des blessures et quel est l'algorithme pour traiter ces blessures. Euh, alors que maintenant, on se rend compte, il y a de plus en plus d'évidence scientifique qu'en fait, on peut agir en amont de ça, on peut prévenir. Et à partir de cette question de comment on peut anticiper des maladies ou mieux les gérer, c'est-à-dire les préventions primaires, secondaires ou tertiaires, et bien en fait, quand on regarde un peu qu'est-ce qu'on peut faire, et bien en fait, il y a différents, on va dire, piliers, il y a différents axes qu'on peut jouer qui sont principalement notre environnement, parce qu'on a notre environnement interne, notre environnement externe, comment interagir là-dessus. Et pour faire simple, médecine de mode de vie, donc c'est simplement s'occuper justement en termes de santé par rapport à des axes de notre mode de vie. Et on a l'habitude de parler des 6 piliers du mode de vie, qui sont l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress.
ou au sens large de l'aspect psychologique. Euh, L'impact des toxines, les différents toxiques, soit alcool, drogue, etc., ou la pollution. Euh, et, euh, et en fait, et le dernier, bah, c'est les relations sociales. C'est tout simplement voilà, l'interaction qu'on peut avoir avec les gens. Donc, si à partir de ces 6 piliers, ben, en fait, on va pouvoir se dire ben, où j'en suis dans certains. Est-ce qu'il y en a certains que je peux aller, que je peux améliorer, ou d'autres où j'en fais trop peut-être. Voilà, d'essayer de trouver un équilibre entre tout ça, sachant qu'il n'y a pas quelque chose de parfait. Et chacun a sa vie, chacun a ses envies, ses limitations, sa culture, son background. Et l'idée, c'est de faire avec ça. Voilà, pour faire simple. Donc, c'est un peu les prémices, parce que comme vous avez dit, on est dans une société finalement de soins pour le moment. Est-ce que c'est les prémices un peu, une nouveauté que vous voulez amener de plus en plus autour de la prévention, qui est finalement, on voit que, comme vous l'avez dit, qui est importante? Alors moi, pour moi, c'est presque évident en fait. Enfin, Mhm. et je pense que pour certains, je pense que c'est pour vous, c'est pareil. Il y Mhm. a, on a beau étudier, on a beau nous dire un peu voilà, ce qu'on connaît sur les maladies et comment on les traite. En fait, si on veut être efficace, en fait, il y a pas de secret. En fait, faut agir en amont et c'est beaucoup. L'investissement va être beaucoup plus intéressant et ça va nous coûter moins en énergie de ben justement de dépenser cette énergie en amont plutôt que qu'attendre qu'on ait un problème, où là justement on va devoir aller voir son médecin, on va devoir avoir des frais, on va devoir avoir des limitations dans nos activités, que ce soit professionnelles ou de loisirs ou familiales ou autres. Et c'est vrai que prendre conscience d'un investissement justement personnel pour sa santé en amont tant que ça va bien, ou en tout cas tant que ça va pas trop mal, eh ben, nous, on est là en fait pour en parler et le promouvoir, sachant que là, derrière, ce qui est important, c'est que dans l'institutionnalisation, dans le cadre qui est mis maintenant, parce que il y a une société internationale, même suisse, de médecine de mode de vie, on appelle en anglais lifestyle medicine, et bien en fait, c'est cadré et c'est surtout bien étudié. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de données maintenant et de plus en plus de données qui nous disent que finalement, clairement, la prévention en termes de santé et par rapport aux 6 piliers que j'ai dit tout à l'heure, est clairement rentable, entre guillemets, sur sa santé et même économiquement. Et que si on veut vivre en bonne santé le plus longtemps possible, on appelle un peu le active aging, qui est à la mode, en fait, essayer d'augmenter ses années en bonne santé, voilà, il y a pas de secret, c'est vers là qu'il faut se tourner. Mhm. Puis quelle est la part finalement, sur un 100%, la part qu'on a d'influence avec notre mode de vie, si on améliore notre mode de vie par rapport au côté où on ne peut pas contrôler? Alors ça c'est difficile parce que c'est justement l'être humain il est composé de beaucoup de variables. Alors, typiquement on le décompose en ce qui est inné, donc ce qui est notre part génétique, voilà, qui est notre part génétique et tout ce qu'on a quand on est et tout ce qui est héréditaire, tout ce qu'on a acquis dans nos gènes, et une part acquise. Donc, tout ce qui va être justement de l'ordre de notre développement socio-culturel, mais aussi éducatif, ce qui est notre prise de conscience à la santé, etc., etc., etc. Et surtout, l'environnement dans lequel on vit, pour faire simple. Et donc, l'idée, c'est de voir le poids de chacun. Et en fait, autrefois, enfin, moi, j'ai appris que on parlait de 50-50, voire plus de génétique. Il y avait un gros déterminisme, on pensait avant, c'est-à-dire que si on devait je sais pas, avoir une arthrose de genou, ben on allait l'avoir de toute façon parce que nos parents avaient une arthrose de genou et donc c'était clair. Et maintenant, on se rend compte à quel point, en fait, l'environnement dans lequel on vit a une influence. Et maintenant, on sait, si on va plus loin, l'influence de l'épigénétique. C'est-à-dire maintenant, on peut, via l'environnement, via ce qu'on fait, via notre mode de vie, on peut agir sur nos gènes. On peut agir sur des leviers, justement, qui sont cette épigénétique. Donc, on va pouvoir activer certaines choses qui sont justement héréditaires ou au contraire les inhiber. Dans une certaine mesure, et là aussi, il y a encore beaucoup de recherches à savoir quels sont les leviers et comment les faire, mais globalement, tout ce qui sort nous montre qu'en fait, à quel point maintenant, en fait, l'environnement et notre mode de vie est presque beaucoup plus important et a beaucoup plus de poids qu'on ne le pensait par rapport à ce qui est héréditaire et acquis. Je ne veux pas rentrer dans les chiffres parce qu'encore une fois, c'est très individuel selon les cultures, de d'où on vient, etc. Et notre environnement.
mais clairement, c'est beaucoup plus important qu'on ne le pensait, et sûrement même plus important que l'hérédité, en fait, tout simplement. Donc, il y a clairement de l'espoir, même pour des gens qui ont des maladies acquises ou autres, on peut aller agir dessus, on peut vivre en meilleure santé, du moment de mieux comprendre ce qu'on a, et donc, en gros, se comprendre soi-même. Et moi, ce que j'aime bien dire dans ça, c'est aussi l'idée de faire attention à soi, mais s'écouter soi-même, et pas forcément tout écouter des autres, mais voilà, et faire ses propres expériences avec soi dans tous les piliers qu'on a dit et voir un peu comment on réagit, qu'est-ce qui est difficile pour nous d'appliquer, etc., etc. Si on se concentre sur le levier, ben, c'est clair qu'il nous intéresse le plus dans le cadre de ce Hopcast, mais sur l'activité physique, quel est finalement son poids dans ces différents leviers du mode de vie? Et puis pourquoi c'est particulièrement aussi intéressant pour le public qui nous écoute de plus de 40 ans? Alors clairement, l'activité physique, c'est un des piliers principaux, même si là dans l'idée de ça, de cette approche, c'est justement que c'est une approche holistique. C'est pas de dire il n'y a que l'activité physique et on met tout là-dedans et le reste on néglige, d'accord? Donc c'est englobé dans tout ça, dans ces six piliers. L'activité physique est clairement principale, enfin, elle est clairement importante. Les études, elles montrent clairement depuis une cinquantaine d'années euh, que finalement, ça agit sur quasiment tous nos organes. Tous nos organes sont sensibles positivement à l'activité physique. Ça, et si on le prend donc sur un plan thérapeutique, il peut agir sur au moins plus de 40 maladies chroniques non transmissibles. Que ce soit les cancers, que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit les maladies métaboliques, et j'en passe et j'en passe, on sait qu'il a un impact positif sur énormément de maladies et globalement sur la mortalité, pour faire simple. Et même si on va plus loin, des études qui sont sorties dans le New England Journal of Medicine, un des meilleurs journaux médicaux, il y a déjà dans les années 2000, donc il y a déjà plus de 20 ans, euh, montré notre VO2 max, donc notre capacité maximale d'endurance, on va dire, pour faire ça, notre capacité physique, est le principal prédicteur de notre mortalité, euh, indépendamment de tous les autres facteurs de risque. Même si on fume, même si on mange mal, même si on dort mal, etc., simplement le fait d'avoir une bonne capacité physique, donc en gros être entraîné physiquement, eh bien, va être un des plus gros prédicteurs de l'âge dans lequel on va mourir si évidemment on n'a pas d'accident ou autre. Donc c'est extrêmement puissant. Donc c'est très important de le comprendre. Et l'idée de se dire à partir de là, ben, ouais, si notre capacité physique qui est à la fois un marqueur silencieux, c'est-à-dire que on peut pas le voir chez quelqu'un. Sachant que maintenant, même si on pourrait dire ah ben, quelqu'un d'obèse a moins de capacité physique, maintenant on se rend compte que c'est faux maintenant. On a beaucoup de données qui nous montrent que voilà, l'obésité est une maladie, et même si ça se voit chez quelqu'un, on peut clairement être en surpoids ou en obésité en ayant une très bonne capacité physique. Et au contraire, en étant quelqu'un de mince et qui a l'air, on va dire, avec un poids normal, être complètement avec une capacité physique très très basse due à sa sédentarité. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller au-delà de ça et de se dire bah, finalement la question principale sur l'activité physique, c'est pas de regarder ce qu'on est, c'est poser la question qu'est-ce que vous faites sur une semaine typique en moyenne durant l'année ces dernières années. Et c'est à partir de là que rien qu'avec cette question-là, on va pouvoir savoir quelle est sa capacité physique et on peut même en prédire presque euh, son espérance de vie si on fait des gros raccourcis. Donc voilà une introduction pour dire l'importance de l'activité physique. Et après, la deuxième partie de votre question par rapport à l'âge de plus de 40 ans, ben, effectivement, plus on a de l'âge, plus on va avoir l'impact de l'âge sur nos cellules, sur la fonction de nos organes. Euh, on sait que bah, notre vie d'être humain, elle est pareille pour tout le monde. On a l'enfance, on grandit doucement. On a l'adolescence, on a un gros pic de croissance, mais aussi de développement d'organes, que ce soit du cerveau, que ce soit de nos os, que ce soit de tous nos organes, au niveau du fonctionnement. On atteint notre pic de croissance, notre pic de forme, même optimalement dans toutes nos performances physiques, notamment, mais même aussi cognitives ou autres, entre 20 et 25 ans. C'est là où se font tous les records du monde, etc. On le sait, dans n'importe quel. Ce sera autour de ces 20-25 ans, euh, en moyenne évidemment.
Et après, on a une lente dégression. On perd à peu près 1% de capacité, que ce soit musculaire ou de capacité d'endurance, par année. 1% par année, à tout le reste de notre vie. Ça s'accélère un peu plus après aussi, après 50, entre 50 et 60 ans. Mais grosso modo, c'est ça. Donc en fait, et on sait que mais bon, pourquoi dire 40 ans ou autre? On sait juste qu'après, au-delà de 25 ans déjà, on perd déjà en capacité de toute façon. Mais c'est juste que ça va commencer à se voir, entre guillemets, autour de 40 ans. Mais honnêtement, moi, j'aime pas trop le côté 40 ans. Ça pourrait être 50 chez certains qui ont commencé tôt, qui ont été actifs toute leur vie, voire 60. Et ça va déjà être la trentaine où ils vont sentir des problèmes s'ils n'ont rien fait avant. Donc, voilà, ça, c'est juste une petite remarque intéressante. Mais pour dire que on a un impact qui est, euh, qui est en fait, c'est des règles du jeu de la vie d'un être humain, en fait, ses capacités euh, sur le plan du fonctionnement. Et à partir du moment où on sait ça, ben, on peut se dire, ben, à partir de cette donnée-là, ben, en fait, on peut agir dessus. C'est-à-dire que voilà, même si notre capacité maximale va diminuer de 1% par année, mais en fait, si on part de très bas, on pourra toujours, n'importe quel moment de notre vie, augmenter sa capacité physique, augmenter sa capacité musculaire ou autre. Et au contraire, si on s'arrête, si on était à un très bon niveau et on s'arrête de s'entraîner, eh bien, on va perdre une bonne partie de ses capacités qu'on avait entretenues. Donc, et ça, tout le reste de notre vie, à n'importe quel âge, moi j'ai des patients qui me demandent, même à 90 ans, même à 80 ans, est-ce que ça sert à quelque chose est-ce que je peux gagner encore du muscle, est-ce que ça sert à quelque chose que je bouge? Mais, ben, bien sûr, il y a aucun âge pour arrêter, il n'y a aucun âge pour ne pas commencer, ou ne pas continuer, ou ne pas augmenter. Euh, donc, ça, tout ça, maintenant, la science, elle est assez claire par rapport à tout ça. Ce qu'on voit, là, c'est qu'il y a une bonne nouvelle par rapport pour contrer ou freiner, même améliorer ce déclin physiologique naturel. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une influence, une grande influence dessus. Et puis, ben, l'activité physique, l'exercice physique en font partie, quoi. Donc, je pense que c'est important. Et c'est vrai que je vous rejoins sur le fait qu'à tout âge, parce que je l'avais peut-être déjà dit dans d'autres épisodes, mais mon travail master, je l'ai fait dans les EMS de ma région. Et ben, public de plus de 85 ans, quand même au summum du vieillissement avec des pathologies. Et puis, ben, effectivement, en 8 semaines d'entraînement, trois fois, à titre de 3 fois par semaine, 45 minutes, et ben, on a eu des effets sur beaucoup de paramètres, même à cet âge-là, quoi. Puis même, au-delà de toute mesure scientifique, visuellement, moi, à partir de la 5e semaine, j'ai commencé à voir des gens qui arrivaient beaucoup plus facilement à se lever de la chaise ou sans les accoudoirs. Donc, on voit que finalement, on peut vraiment avoir un impact, quoi. Donc, c'était juste une petite anecdote pour compléter ce que vous avez dit, quoi. C'est super intéressant. Et je rebondis sur le côté aussi de la rapidité. C'est-à-dire que là, vous dites en 5 semaines, avoir sur un programme voilà, de 2 mois qui sont souvent bien étudiés, entre 2 et 3 mois, on Mhm. voit des effets déjà qui sont notables, quoi. Donc, je ne parle même pas des effets sur les cellules, quoi, qui vont commencer déjà dès la première semaine, en fait. Mais Mhm. déjà, notablement sur une capacité de force, de se lever, voilà, de se lever d'une chaise, avec les jambes, les bras, etc. Dans notre capacité, et même à ces âges-là, en fait, avancés. Donc, Mhm. ça, c'est vrai que c'est un dogme, je pense qu'il y aura de moins en moins, mais qui a encore déjà dans les générations actuelles de population âgée, voilà, où ils n'ont pas conscience à quel point c'est important de bouger, mais à quel point ils peuvent regagner assez vite, en fait. Alors que pour eux, on leur a mis dans la tête, ils se sont mis eux-mêmes dans la tête que c'était l'âge, et que avec l'âge, naturellement, ce déclin, mais en fait, il fait que, bah oui, je pourrais plus retourner à mon jardin, ou je pourrais plus finalement refaire des marches que je faisais avant. Ben, oui, c'est possible, mais au prix d'un entraînement adapté, évidemment, etc. Mais c'est possible, quoi. Donc, Mhm. il y a vraiment quelque chose à faire. Mais il y a besoin de professionnels, justement, pour les aider, parce qu'évidemment, tout ne Mhm. peut pas se faire comme ça. Ça, là, on parle de la théorie. Après, en pratique, il y a pas mal de barrières pour tout ça. Mais Mhm. en tout cas, il y a de quoi faire, en tout cas. Donc, quoi faire, ouais, c'est un peu ce côté fataliste, puis ce côté un peu se dire, enfin anciennement on se disait, ouais, on se met au repos petit à petit, on avance en âge, mais on doit se reposer pour avoir d'énergie. Puis finalement, bah, ça c'était le professeur François Carré qui disait dans un de nos épisodes, qui disait justement, le reposez-vous, c'est fini maintenant en fait. Dans nos années, il n'y a plus de reposez-vous. C'est bien sûr, il faut adapter, quoi, comme vous avez dit, pas faire n'importe quoi, mais il y a toujours quelque chose à faire, quoi. Oui, ça, faut Ouais. comprendre ça. Vous avez dit aussi par rapport, bon, si on prend maintenant le chapitre un peu activité physique comme outil thérapeutique et bien sûr aussi de prévention, vous avez dit qu'il avait une influence sur, si je ne me trompe pas, une quarantaine de maladies chroniques. Euh,
simplement, pour les personnes qui nous écoutent, quels sont un peu les mécanismes qui font que finalement de bouger plus a un impact sur toutes ces maladies? Alors, pour faire simple, on va dire ça va améliorer en fait le fonctionnement de nos cellules. En fait, ça va améliorer le fonctionnement de différents organes. L'activité physique, en fait, euh, ça, ça induit, on va dire, des mécanismes de, de, de fonctionnement. Alors après, ça dépend à quel niveau on se place, que ce soit à niveau d'une cellule avec différents échanges, ça va stimuler certains échanges au niveau de la cellule et donc de meilleure production voilà, de différentes protéines, etc. Mais après, on peut le voir sur le plan cardiovasculaire, mais ça va augmenter la capacité de notre cœur à bien pomper notre sang. Au niveau des vaisseaux, ça va améliorer leur capacité à mieux ce qu'on appelle se vasodilater, vasoconstricter, donc c'est-à-dire d'augmenter leur calibre, diminuer leur calibre pour s'adapter aux activités que l'on fait, ne serait-ce que se lever euh, ou, euh, ou s'allonger. Justement, les gens qui ont des malaises orthostatiques, etc., ça peut être dû à ça. Et on sait que dans la sédentarité, ben, on va avoir un système vasculaire qui va être moins bon et donc des atteintes inflammatoires. Et c'est vrai que l'activité physique va avoir un effet aussi anti-inflammatoire. Donc, en diminuant l'activité inflammatoire, ben, va limiter on va dire, certaines maladies, pour faire simple. Hein. Euh, on sait notamment que les muscles, maintenant, par des études assez récentes de l'EPFL, en fait, avec le Polytechnique de Lausanne, a montré que finalement, notamment chez les patients obèses, c'est une anecdote assez intéressante. Finalement, on pensait que c'était le surpoids, notamment sur les articulations, qui faisait que, en fait, le poids mécanique qui faisait que finalement, on avait plus d'arthrose des membres inférieurs. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas ça, ce serait pas le poids en soi, ce serait en fait l'inflammation due à la masse grasse, en fait. Et on s'est rendu compte quand ils font des biopsies, quand ils font des atteintes, visualiser qu'est-ce qui se passe dans le cartilage de ces articulations chez les patients obèses et ceux qui ne le sont pas, mais on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup plus d'inflammation, on va dire, dans les tissus des patients qui ont une masse grasse globale plus importante. Et maintenant, on sait que finalement, l'arthrose développée, c'est pas forcément dû au côté mécanique que la personne pèse plus lourd sous ses articulations, c'est ça simplement qu'il y a plus d'inflammation dans ces articulations à cause de la masse grasse globale. Et en diminuant cette masse grasse, et évidemment, de facto en diminuant le poids, mais c'est pas ce poids-là qui est important, mais on va diminuer les douleurs liées à l'arthrose. Bon, pas forcément enlever l'arthrose, mais en tout cas diminuer les symptômes liés à cette arthrose. Et là-dedans, il y a une grosse importance de la masse musculaire. Parce que c'est vrai que quand on parle d'activité physique, ben, on parle beaucoup. Faut être complémentaire entre la capacité d'endurance, qui va travailler sur le souffle, on va dire, et la capacité musculaire, d'augmenter sa masse musculaire au dépend de la masse grasse, pour pouvoir avoir justement une bonne activité métabolique. Et après, ben voilà, il y a des effets positifs sur le cerveau, on sait justement sur la bonne vascularisation du cerveau. Qui dit vascularisation, on dit bonne oxygé, euh, oxygénisation de nos cellules, justement, des meilleurs échanges, encore une fois. Euh, je parle même pas au niveau de la peau, au niveau voilà, de nos cinq sens aussi, au niveau visuel, etc. Euh, Au niveau du système digestif, il a besoin de bouger aussi pour justement avoir une bonne mobilité, un bon transit, mais aussi stimuler le système nerveux. On va en parler après. Le système nerveux aussi, qu'il soit somatique ou autonome, est extrêmement stimulé justement par l'activité physique positivement. Donc voilà, il va agir comme il agit sur plein de maladies, en fait, il agit sur plein de fonctions. Et donc, euh, c'est assez clair que voilà, je pense il y a quasiment aucun organe, aucune fonction qui est neutre par rapport à l'activité physique, pour faire ça. Pour rebondir sur l'aspect l'importance du muscle, c'est une question que j'avais pas notée, mais aux États-Unis, il y a une doctoresse qui s'appelle doctoresse Lyon, Lyon, je sais pas comment il prononce en anglais, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais elle dit une phrase, j'espère qu'elle est correcte, mais normalement si, c'est qu'on se trompe un peu de combat, qu'on serait pas dans une épidémie d'obésité, mais dans une épidémie de muscles finalement, de manque de muscles quoi en soi. Est-ce que vous rejoignez un peu ces pensées-là? Elle a écrit un livre notamment sur vraiment le muscle, une médecine centrée autour du muscle. Ouais, ouais. Alors, moi, j'avoue que plus j'avance, plus je me dis qu'il faut faire attention à pointer, voilà, que du doigt un organe, en fait. Et Exact. voilà, comme je dis, moi, je suis plutôt une approche holistique, et donc se dire il faut agir sur tout. Et
Et des fois, voilà, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'encore une fois, on s'occupe que de nos muscles et qu'on devient très musclé que tout va être réglé. Je pense pas, voilà, que. Mais par contre, oui, par contre, clairement, par rapport à ce qu'on savait avant, on se rend compte que l'activité musculaire est beaucoup plus importante que ce qu'on on ne pensait. Donc oui, c'est super utile qu'il y ait des gens justement qui vont écrire des livres, qui vont mettre en lumière ça. Mais parce que oui, dans ce sens-là, je suis d'accord. Et, mais ce serait utile pour justement savoir où on va mettre notre énergie. On va en parler après dans nos habitudes justement. Euh, et il faudra mettre de l'énergie aussi dans la masse musculaire en fait. Et casser un peu l'idée que ah, mais, muscle veut dire bodybuilder en fait. Et muscle veut dire oh là là, mais même pour les femmes, ah non, mais moi j'ai pas envie de prendre des épaules, nanana. Moi je veux faire que, oui, moi les fessiers ça m'intéresse, mais pas le haut. Mais en fait, non, il faut prendre une masse musculaire globale, donc il faut tout travailler. Et il faut pas penser qu'on va finir bodybuilder, ça c'est l'extrême. Mais c'est déjà peut-être on va dire des excuses entre guillemets inconscientes. Mais donc, clairement, je la rejoins pour le côté voilà, de mettre en lumière l'importance du muscle et pas que le côté cardio, le côté endurance. Mais après, voilà, pour le sens plus large, voilà, il y a pas que ça, quoi. Mhm. Ouais, c'est vrai, mais parce que souvent on entend dans les recommandations, enfin, elles sont aussi faites finalement au moins 2 jours par semaine de renforcer les principaux muscles. Elles sont dans les recommandations, mais quand on entend beaucoup le bouger, parce que c'est vrai qu'on est très sédentaire. Donc la première étape, c'est d'être plus actif au quotidien. Mais des fois, je trouve qu'on oublie un petit peu cet aspect finalement du renforcement musculaire. Et je pense, en tout cas en voyant toutes les personnes qu'on entraîne depuis maintenant plus de 5 ans, on voit l'impact que ça a de faire même qu'un petit peu finalement de renforcement musculaire durant sa semaine, quoi. Et puis ça, c'est vrai que. Et c'est fou, mais moi je trouve ça extraordinaire à quel point justement, il n'y a pas besoin de faire beaucoup pour avoir Mhm, des résultats en fait. mhm, C'est ça où mhm, justement, si c'est vrai que ça devait prendre du temps, il fallait être bodybuilder, il fallait aller à la salle 2 heures par jour pour avoir un effet positif du muscle, là je comprendrais que là c'est dur à vendre comme mhm, programme. Mais en fait, non, il y a- ouais, une même 2 fois par semaine et encore, même au quotidien, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. On peut l'intégrer aussi dans nos activités. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir l'idée que muscler, ça veut dire avoir des haltères, en fait. mhm, Rien qu'en faisant même d'aquagym ou j'en sais rien, ou même simplement danser, on peut se muscler, en fait. Mais il faut mhm, le faire d'une bonne façon. Donc, mhm, il y a tout ça, je pense, au niveau éducationnel à promouvoir. Et clairement, mhm, le muscle, c'est un des oubliés, même chez les médecins, hein, clairement. Moi, toutes les conférences que je fais, quand je demande quelles sont les recommandations de l'OMS, etc., au mieux, ils nous disent, voilà, les 30 minutes voilà, d'activité modérée, encore, ils ne savent pas tous ce que ça veut dire exactement. Donc, on va dire que c'est égal à légèrement essoufflé. Donc, ça commence à être bien acquis. Mais après, derrière, est-ce qu'il y a autre chose? Bah, non. Et c'est vrai que l'autre chose, ben, l'OMS dit clairement qu'il faut essayer d'avoir au moins 2 activités par semaine musculaires toute sa vie, quoi. mhm, Et de là où on marche, du moment où on marche des 1 an de notre vie jusqu'à notre tombe, en fait. mhm. Mais c'est comme ça. Ouais, l'être humain est fait pour bouger et du coup, il faut lui donner ce qu'il a besoin. Et puis si on parle, on a déjà pas mal parlé des modalités, mais par exemple après 40 ans, qu'est-ce que vous conseillerez comme modalité? Et finalement, on a parlé quand même du muscle, là, je pense que les gens ils ont compris, que c'est important de les renforcer. On a parlé de la fonction quand même cardiovasculaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait entraîner? Alors c'est clair que de loin, c'est ça, c'est la cardio être essoufflé très régulièrement. L'OMS dit entre 30 minutes et 1 heure par jour. Donc c'est vrai que le mieux, dans tous les conseils qu'on donne, c'est d'essayer de diluer, de vraiment faire un petit peu tous les jours, de l'intégrer dans son quotidien. Donc il y a l'activité musculaire. Euh, Après, les deux autres, on va dire, axes de l'activité physique sont ben, la souplesse. Donc travailler la souplesse. C'est, on va dire, moins important, il y a moins d'impact sur les maladies. Par contre, ça a un impact important pour sa conscience corporelle, pour les articulations, pour les muscles, pour ses tendons. Et aussi, on pourra en parler après, pour le système nerveux autonome, pour les systèmes nerveux. Donc, clairement, le côté souplesse n'est pas à négliger. Et moi, j'aime bien l'intégrer dans une approche de type, voilà, de faire des exercices de type un peu yoga ou de type simplement se faire du bien dans un mode de relaxation. J'aime bien associer le côté activité de souplesse à la relaxation, même chez les sportifs et sportifs d'élite, où souvent, des fois, on les intègre de faire après l'entraînement, ah, va t'étirer, va faire ton stretching. Mais et apparemment, il y a plein de coachs d'approche qui font ça. C'est beaucoup plus intéressant plutôt de les mettre séparés des entraînements
plutôt le faire par exemple le soir ou de manière isolée, de faire une séance vraiment d'assouplissement en mode relax, voilà, en dehors de la période d'entraînement ou de côté physique. Donc ça, c'est le troisième aspect, donc ce côté souplesse. Et le quatrième, l'activité physique, c'est l'aspect équilibre, proprioception, coordination, qui là aussi est important. On va dire, plus on prend de l'âge, euh, plus ce sera important parce que plus on va se rendre compte à quel point, justement, ben, on va plus facilement s'encoubler, on va plus facilement être étourdi et avoir moins de capacité, justement, de réflexe, de se retenir, etc., et de chuter. Euh, euh, Surtout au-delà de 60, 70 ans, etc. Encore une fois, ça dépend ben, de notre capacité musculaire qu'on a aussi, qu'on a entraîné. Mais donc ça aussi, plus on prend de l'âge, plus entraîner un peu ses capacités de coordination d'équilibre. Ça, j'ai envie de dire, mais j'ai envie de dire aussi que même les enfants et les ados aussi, bon, même si c'est peut-être pas le sujet du podcast, sont super importants de travailler aussi cette coordination parce que ça fait partie de la maturation aussi de notre système nerveux, d'avoir une bonne capacité de coordination même psychomotrice, et d'ailleurs qui s'entraîne aussi chez les sportifs aussi, quel que soit le sport, même un sportif de loisir qui fait du trail ou de la course à pied, notamment justement dans les descentes, dans les montées, s'il y a des pierres, s'il y a des gens à côté, c'est important d'avoir une bonne capacité proprioceptive aussi, et donc à entraîner. Bon, voilà un peu tous les axes à travailler. Puis ben, là, on voit l'importance finalement de se mettre en mouvement, de faire du, entre guillemets, du sport, mais pour sa santé. On entend quand même encore très souvent ici, des fois par téléphone arabe, entre médecins et patients, et qui après viennent chez nous et nous disent, ou qu'ils ont été prescrits finalement de se mettre au repos, d'arrêter, de pas faire de sport. Ben, ça, c'est le classique certificat médical. Et dans de nombreux cas, je trouve qu'il y aurait manière de finalement d'adapter et de faire bouger la personne malgré une douleur, malgré un problème de santé. Et même au contraire, ce serait souvent bénéfique. Mais souvent, on a cette prescription peut-être, mais on ne veut pas pointer du doigt et puis critiquer, mais des fois des médecins généralistes, ben, j'ai l'impression que c'est un peu plus simple finalement de dire on met au repos la personne, comme ça on est sûr que, entre guillemets, elle fait pas de bêtises, que voilà, de lui conseiller de nuancer un peu les choses. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ça et peut-être comment vous recommanderiez la chose? Bien sûr, si on ne parle pas de choses qui clouent au lit et qui on peut plus bouger et puis voilà. Ouais. Ah, mais et là, vous dites ça, vous parlez de médecin généraliste, mais moi, je vous parle, je peux vous dire de la même chose à l'hôpital, quoi. Ici, les patients qui sont alités, on leur dit, voilà, reposez-vous, voilà, ou restez au lit. Alors, c'est une hérésie, ils perdent justement tous leurs muscles et toute leur capacité, alors que, voilà, même quelle que soit leur hospitalisation, leur motif d'hospitalisation, ils pourraient faire des choses, quoi. Et bon, et il y a des physios, des ergots, enfin, il y a des professionnels de la santé pour s'occuper d'eux, mais qui viennent venir une demi-heure, au mieux une demi-heure par jour pour faire quelque chose alors qu'on pourrait leur enseigner plein de choses. Bah, moi, je dirais qu'en fait, ça, c'est une vision, ce conseil de se reposer, c'est une vision, on en revient à la vision curative de la médecine, c'est-à-dire qu'il y a un problème, bon, mais on va, pour pas faire flamber ce problème, eh bien, au sens large, reposez-vous, c'est une période, on traite le problème et après tout ira bien. Sauf que justement, euh, maintenant, on sait qu'en fait, ce repos va être tout aussi délétère et ok, ça va peut-être aider spécifiquement pour le problème qu'on a, j'en sais rien, de son entorse de cheville ou de sa flambée d'arthrose de genou. Mais par contre, ça va être complètement délétère pour tout le reste, en fait. Et donc, c'est clair que si le conseil il est juste simple, comme ça, reposez-vous et sans prendre en compte, évidemment, en fait, d'entendre que non, reposez peut-être votre genou ou reposez ce membre inférieur droit où lui, il faut peut-être pas trop bouger, mais rien n'empêche de faire autre chose. Et encore une fois, si la personne faisait prendre que de la marche et on lui dit, bon, mais là, vous ne pouvez pas marcher pendant 4 semaines, ben, il n'y a pas d'autre arme pour se dire, ben, pour moi, c'est repos. Et c'est pour ça qu'on en revient à l'éducation un peu en amont, d'agir en amont déjà tant qu'on va bien. Parce que si déjà, quand on va bien, on est habitué à avoir une diversité d'activités, etc., et quand on est blessé, eh bien on va avoir d'autres boîtes à outils à utiliser, justement. Ok, on va comprendre qu'on va se reposer pour ça, mais on va pouvoir, il n'y a pas besoin de se reposer pour tout le reste, toutes nos autres fonctions, et il y a peut-être des activités qu'on pourra faire tout à fait. Et on pourra en parler à son médecin. Et je vais dire, ah oui, mais en fait, est-ce que je peux quand même continuer à, à faire mon gainage, ou j'en sais rien, ou aller nager si j'ai cette entorse de cheville? Ben voilà, si vous posez la question, le médecin vous dira, ben oui, finalement, vous pouvez le faire si ça vous fait pas mal. Mais
Mais peut-être que spontanément, le médecin, s'il n'est pas formé, ben, il va pas le savoir. Et encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre parce que moi, et nous, on est spécialiste de ça. Donc, on sait à quel point, justement, tout le mouvement va être utile. Mais en tant que, voilà, en tant que médecin, et en fait, il y a très peu de formation. Maintenant, nous, on donne des cours à l'université, justement, de Lausanne pour former les jeunes médecins, justement, à l'importance de tout ce mouvement au sens large et tout le reste de sa vie. Mais tout le monde n'est pas formé actuellement. Donc oui, bien sûr que je vous rejoins que ce conseil il est inadapté et qu'il faut justement casser un peu le côté, le médecin a dit que il faut se reposer, donc c'est voilà, c'est un cadre clair et s'il y a des doutes, il ne faut pas hésiter. Mais moi, je dis même à notre réseau de physio ou autres, de faut pas hésiter ou soit de demander aux patients de reposer la question au médecin, soit eux-mêmes d'aller discuter au médecin ou au chirurgien, celui qui a prescrit justement ce repos en disant, mais est-ce qu'il pourrait quand même pas faire ça, 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 ça Mhm. justement, et engager une conversation, mais là, ça prendra conscience d'aller plus loin parce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être délétères, ce repos pourra lui flamber ses lombalgies ou autre chose, quoi. Donc, Mhm. voilà, donc ça, il faut être dans la communication pour essayer d'aller au-delà de ce simple conseil, reposez-vous, quoi. Mhm. Ouais, je vais noter le fait qu'on pourrait appeler des fois le médecin pour en Faut pas discuter hésiter parce justement. que les médecins, ils sont toujours contents, même un petit Ouais, mail. ouais. Voilà, moi, nous, en tant que médecin du sport, ou même ma formation de médecin rééducateur, on est formé pour être en réseau. Donc, Mhm. j'interagis avec tous les physios avec qui je travaille, même les APA dans des cas ou autres. Et au contraire, je veux qu'ils me tiennent au courant, en fait, et Mhm. même avec mes patients. Moi, je leur dis des fois, tenez-moi au courant par mail, même si vous venez pas en consulte. Donc, cette interaction-là, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend, en fait. Qu'on apprend comment Mhm. ça évolue. Et tiens, ben, il y a ça qui a fonctionné chez lui. Mais c'est vrai que cette interaction-là entre professionnels, elle est cruciale et elle se perd dans une médecine ultra spécialisée. Et voilà, et s'il y a une question, il ne faut pas hésiter à revenir dessus. Mhm. Personne va avoir en vouloir à quelqu'un d'avoir posé une question, justement, pour éviter, au contraire, des malentendus. Mm. Non, mais ça fait plaisir à l'entendre, quoi, parce que c'est vrai que le médecin, sa parole a du poids, et puis des fois, ça peut même faire peur, en fait, à des personnes, et il y a des fois, les personnes ont dû les ramasser presque à la petite cuillère, finalement, pour essayer de les remettre en mouvement, parce qu'il y avait eu tout d'un coup une peur vraiment qui s'est installée, une peur du mouvement importante. Et ça, je pense que ben, c'est contre-productif, même si, il y avait un petit pépin de santé, quoi. Donc, ouais, ça fait plaisir à l'entendre, et du coup, je prends note de... Ouais, faut pas hésiter. Ah, n'hésitez pas à les contacter. Je vous dis, vous leur apprendrez des trucs et ils seront contents. Peut-être que ça les Ouais. aidera pour d'autres patients, en fait, de se dire, ah ben, Ouais. ah, tiens, c'est vrai que j'avais pas pensé qu'ils pourraient faire ça aussi avec ce conseil et que ce conseil délétère. Faut pas hésiter. Non, moi, Mhm. tout ce que je connais, on n'a jamais dit que jamais personne s'est fait. Fait quoi, quoi? On plaide une médecine d'avoir le patient au centre. Donc, nous, on est des professionnels autour. Donc, il faut qu'on s'écoute, quoi. Mhm. Si on reste dans la thématique encore de médecin, en Suisse, c'est pas encore possible de prescrire de l'activité physique adaptée, donc dit APA. Mais quel message vous transmettriez justement, vu que vous êtes dans le conseil de l'activité physique, je sais pas si vous étiez il y avait une étude ou un test lié à ça, à la prescription d'activité physique adaptée, si je me trompe pas, avec Unisanté. Je sais pas si c'était vous qui étiez au cœur de la chose, mais qu'est-ce que vous conseilleriez finalement aux médecins qui pourraient peut-être nous écouter pour intégrer plus de mouvement dans la vie des patients ou personnes qui vont suivre. Ah oui, bon, moi je suis dans le groupe qui, on va dire, qui s'occupe de la formation des médecins, justement, notamment généralistes, mais de tous les médecins de premier recours, pour la prescription d'activité physique, c'est ce programme Paprika. Donc en fait, c'est une formation gratuite, mais qui peut aussi pour les physios, pour les APA ou tout le monde. C'est donné entre autres par des APA d'ailleurs. Euh, c'est une demi-journée, une fois. Et en fait, on y apprend justement mais comment monitorer une activité physique, comment prescrire, comment avoir juste des bases sur comment motiver les gens, avoir les bases de l'entretien motivationnel, qui est une base de technique justement, entre guillemets, psychologique, une technique d'entretien justement, d'attitude du thérapeute, du médecin vis-à-vis de son patient, pour justement être efficace dans le discours, dans le conseil. Donc tout ça, il existe en Suisse, notamment en Suisse romande. Vous voyez, il y a des cours, il y a deux, trois cours par année, donc c'est pas énorme, mais où il y a toujours une vingtaine de personnes, de médecins. Pour l'instant, on a formé, je crois, plus de 400-500 médecins de premier recours justement en Suisse romande. Et donc, ces cours sont toujours là. Il faut aller sur paprica.ch.
Et après, ben, à Unisanté aussi, donc ça c'est chapeauté entre autres par Unisanté, mais aussi à Unisanté, donc qui est le centre de médecine générale et santé publique, euh, on a pu avoir des fonds via Promotion Santé Suisse, donc il y a un grand fonds, et ça fait plus de 5 ans maintenant qu'il y a, qu'il y a le programme qu'on appelle Pas à Pas Plus, qui est en fait simplement un mode de délégation, de prescription d'activité physique par le médecin, ou ça peut être aussi des assistantes sociales ou d'autres professionnels de la santé, pour prescrire gratuitement avec des APA, donc des spécialités d'activité physique adaptées dans le canton de Vaud, avec un programme de 3 mois, avec trois activités présentielles, 2 activités téléphoniques. Et donc le médecin a juste qu'à remplir sur un serveur sécurisé sur le site de Pas à Pas Plus .ch. Enfin, c'est pas à pas avec les tirets.ch. Et il prescrit. Après, c'est les APA qui téléphonent eux-mêmes aux patients. Lui, il n'a rien à faire. Il a juste qu'à faire ça. Justement, on a mis un modèle justement pour que ce soit le plus simple possible pour prescrire. Et qu'après, c'est le service qui appelle les gens. Et après, il y a un rapport initial, un rapport final. Et là, on a une étude qui est en train d'être publiée. On a eu plusieurs publications aussi qu'on a publiées dans les revues médicales suisses, dans les revues pour les médecins généralistes. Et on a vu enfin, qui a été vu plus de 1000 patients ont pu en bénéficier maintenant depuis presque 5 ans et encore plus en cours. Donc, bref, c'est un modèle qui est intéressant de prescription avant d'activité physique. Mais c'est vrai que pour l'instant, comme vous dites, c'est pas remboursé, c'est pas officiel. C'est juste des mesures qui sont autofinancées par des fonds publics, des fonds privés, pour pouvoir bénéficier de ça. Mais donc, et pour vous dire clairement, les fonds sont difficiles à avoir, en fait, tout simplement, parce que justement, pour maintenir une gratuité, parce qu'évidemment, qui va bénéficier de ça? C'est surtout les personnes les plus vulnérables, ceux qui peuvent pas aller se payer un fitness, qui peuvent pas aller forcément avoir d'autres boîtes à outils pour pouvoir bouger et qui ont besoin de conseils, et même de la physio, des fois, ben voilà, ils en bénéficient pas. Et donc, c'est vrai que c'est pas facile à aller chercher des programmes voilà, qui sont simples, adaptés et peu ou pas chers. Euh, mais c'est clair que voilà, en France, il y a des optiques aussi. Il y a une loi qui est passée justement de prescription d'activité physique, il y a des maisons de sport santé, etc. Mais voilà, il manque encore de l'input pour que ça, que tout le maillon qui soit bien remboursé, intégré, etc. En Suisse, on n'y est pas encore. Mais ça passe aussi par la valorisation de ceux qui le font. Et clairement, euh, votre profession, il y a clairement malheureusement encore à valoriser. Il y a un besoin énorme justement de pouvoir s'occuper de la population justement, euh, notamment les plus de 40 ans et quelles que soient les maladies, justement que nous médecins on puisse prescrire ou tout simplement vous puissiez avoir une autonomie. Mais derrière, il faut une valorisation, il faut un statut clair, il faut quelque chose de bien structuré pour que vous aussi, vous pouvez vous en sortir aussi financièrement dans quelque chose et donc des remboursements, etc. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas le cas et j'espère que ça viendra un jour parce que justement, dans le modèle qu'on est en train d'étudier, nous, à Unisanté, pour ce modèle de prescription d'activité physique vers des APA, ben, on voit clairement l'utilité. Et ça, c'est évident. Donc, c'est un outil voilà, qu'on va essayer de faire parce que la Confédération, maintenant, s'y intéresse. Il y a une task force un peu qui s'appelle Exercise is Medicine, justement, au sein de la Confédération, voilà, qui se met en place depuis 2 3 ans. Donc, voilà, il y a quelque chose, donc voilà, on peut être optimiste, mais voilà, il y a une inertie, quoi. Ouais, tout prend du temps pour changer les choses, et Malheureusement, encore voilà, plus en c'est ça. Suisse. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre trop sur ça. Si les gens écoutent, il faut qu'ils se prennent en individuel. Moi, je dis aux gens, n'attendez pas d'avoir un programme tout fait qui vont tous s'occuper de vous. Il faut agir au jour le jour individuellement, hein. Sinon, Mm. vous pouvez attendre encore pas mal de temps, quoi. Ouais, c'est clair. On va passer sur le dernier chapitre, la dernière partie, par rapport au système nerveux global, puis notamment le autonome. Est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà en quelques mots qu'est-ce qu'est le système nerveux autonome et pourquoi il est essentiel dans notre santé? Alors oui, alors c'est vrai que bon, là, voilà, là on a parlé très global, etc., activité physique ou autre. Là, on plonge un peu dans un système spécifique. Et c'est vrai
moi, je m'y intéresse depuis quelques temps, mais on s'intéresse aussi de manière globale dans notre service en fait, de médecine du sport au CHUV. On a un collègue, Cyril Besson, qui vient de terminer sa thèse en sciences à l'Université de Lausanne, justement, sur l'analyse de la variabilité cardiaque dans la fatigue des sportifs. Et la variabilité cardiaque est un outil de monitoring de ce système nerveux autonome, justement. Et on s'est rendu compte, grâce maintenant à des outils nouveaux, justement, parce qu'avant, il n'y avait pas d'outils pour évaluer ce système nerveux, que, en fait, ben, on se rend compte de l'importance de ce système nerveux, notamment dans des symptômes, on va dire, ou dans des régulations de notre organisme qui sont, on va dire, on appelle ça souvent, qui est un mauvais terme, aspécifique, c'est-à-dire c'est quelque chose de très global quand on parle de fatigue, quand on parle de mal au ventre, quand on parle des fois de vertige ou de brouillard mental, quand on parle de palpitations, quand on parle de sudation bizarre, de bouffées de chaleur. euh, et quand on peut, même au niveau des cinq sens, des fois d'avoir des hypersensibilités au son, à la lumière, etc. Ben, tout ça, entre autres, est régulé par le système nerveux autonome. Et tout ça, justement, mais pour l'instant, on l'attribuait, des fois, bon, ben, on banalise, nous, en médecine, tant qu'il n'y a pas quelque chose de grave ou quelque chose d'objectivable, justement, dans nos tests de routine médicaux, que ce soit une prise de sang, un électrocardiogramme ou autre. Et si on voit rien, ben, on va rassurer, c'est vrai que ça vaut le coup, mais on va pas aller plus loin. Et c'est vrai que ce système nerveux autonome, il apporte, on commence à avoir des clés de compréhension tout récentes depuis quelques années sur son importance en fait. Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est le système nerveux autonome? En fait, dans notre corps, on a deux systèmes nerveux. On va dire pour faire simple, on a un système nerveux classique, on appelle ça somatique. C'est que quand je veux faire une action, quand je veux prendre ma souris ici, mais en fait, je l'ai pensé, je voulais prendre la souris et j'ai activé mon système nerveux pour activer mes muscles, ma commande, et faire en sorte que j'ai bien pris dans la main, etc. Et je fais l'action. Ça, c'est le système nerveux somatique. Mais aussi, on a non, on va dire un système nerveux volontaire, conscient. Et en fait, en parallèle, on a un système nerveux inconscient, autonome, qui régule toutes les fonctions inconscientes de notre organisme, que ce soit nos rythmes cardiaques, notre respiration, notre transit intestinal, nos cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, notre transpiration, nos, euh, nos glandes sudoripares, mais aussi plein d'autres choses, même tous nos muscles, et notamment nos fascias, sont très innervés par ce système nerveux autonome. On a plein de récepteurs sensoriels partout. Et c'est pour ça que, en fait, c'est un organe, ce système nerveux autonome, qui est un peu le lien entre nous et notre environnement extérieur, qui est en lien avec la température, avec le son, le bruit, la vue, etc. Et, euh, et donc, son centre de commande est au niveau du tronc cérébral et de la moelle épinière. Et pour aller un peu plus loin, on a deux. Ce système nerveux, il fonctionne avec deux pédales. Une pédale activante qu'on appelle le système sympathique et une pédale relaxante qui s'appelle le système parasympathique. À chaque seconde de notre vie, même milliseconde de notre vie, on est toujours en balance entre le sympathique et le parasympathique. Quand on s'active, on se désactive. Et l'un s'active pour tout ce qui est focus ou action, c'est le sympathique. Là, quand on parle ensemble, eh bien, en fait, on active les deux notre système sympathique. On est focus. Et donc, notre rythme cardiaque, notre transit intestinal, notre tension artérielle, tout s'active en fonction de ça. C'est-à-dire qu'on va augmenter notre rythme cardiaque, notre débit pour avoir plus de sang dans notre cerveau parce qu'on est en train de parler. C'est ce qui se passe quand on bouge, quand on fait de l'activité physique. On active notre sympathique pour avoir une bonne pompe cardiaque pour être bien focus, pour bien marcher, pour pas se casser la gueule, etc. Et au contraire, quand on dort, quand on se repose, ou quand on fait des techniques de respiration ou d'expiration, ou quand on se repose tout simplement, là, on active notre parasympathie, un système relaxant, entre guillemets, régénératif un peu de notre corps. Ben, voilà, et donc on commence à comprendre mieux comment fonctionne ça. Il y a des maladies qui vont jouer sur ça, notamment dans la fatigue, justement, dans les fatigues chroniques, ou même nous, on s'intéresse beaucoup au syndrome post-Covid, le Covid long, qui atteint beaucoup ce système nerveux autonome et qui explique beaucoup de l'énorme part de symptômes. Il y a plus de 200 symptômes connus dans ce type de maladie. Et bien, en fait, c'est expliqué par justement ces atteintes-là, et qui donnent des atteintes à la fois cognitives, donc dans le cerveau, que ce soit de la fatigue, du brouillard mental, des troubles de la mémoire, etc., et des atteintes physiques avec des douleurs, des palpitations, des troubles digestifs, etc. Et donc, en gros, ça, on se rend compte que quand ce système il dérégule, ben, on a des symptômes. Et donc ça, c'est pour les maladies. Mais nous, après, on s'intéresse aussi pour optimiser ce système pour les sportifs, justement, qui, eux, vont viser la performance. Parce que là aussi, on peut aller un peu plus loin que simplement l'entraînement, d'être bien au niveau cardio, bien au niveau musculaire, bien au niveau coordination.
Mais aussi, on peut entraîner ce système nerveux pour mieux récupérer, mieux gérer sa fatigue, justement, après les entraînements, mieux gérer son stress aussi par rapport à notre vie, que ce soit l'entraînement, mais même ça peut être notre vie professionnelle ou autre, quoi. Et donc ça, quand on s'y intéresse, on a plein de leviers qu'on peut agir dessus en prévention, c'est-à-dire vraiment, encore une fois, mettre des exercices en routine, et aussi ben, pour traiter sa maladie. Donc, voilà un peu le contexte. Mhm. Du coup, ça passe par ben, de nouveau du mouvement, parce qu'on donne au corps ce qu'il a besoin, et ça passe aussi par d'autres techniques, comme vous avez parlé de la respiration ou des techniques de relaxation. C'est ça que vous conseillez aussi aux personnes, pas dans le sport d'élite, aussi pour ben, gérer justement les émotions, le stress, l'énergie, etc., la fatigue. Ouais, mais c'est vrai que si après on se dit, ben voilà, comment je peux optimiser cette case-là aussi du système nerveux autonome qui va réguler encore une fois quasiment tous mes organes et notamment justement le lien entre mon corps et mon esprit, entre guillemets, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce nerveux autonome, il donne des informations qui vont du cerveau, donc notre conscience, au corps, mais aussi qui donnent des informations du corps à notre cerveau. Donc, il nous donne vraiment on appelle ça des voies efférentes et afférentes. Et ce système nerveux, il fait le lien entre les deux, en fait. Et donc, il contrôle aussi tous nos systèmes des émotions, ce qu'on appelle nos systèmes limbiques. Au niveau du système de la mémoire, au niveau de l'hippocampe, au niveau de l'amygdale, le système de nos émotions, de nos peurs. Tout ça, c'est connecté aussi dans notre cerveau. Et donc, il y a vraiment un outil volontaire qu'on peut agir dessus. Et effectivement, alors, il y a différentes techniques pour agir dessus. Effectivement, donc la respiration et les techniques spécifiques ont été bien étudiées, notamment celle la plus connue, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc, ces exercices de respiration ample, tout simplement, ou la plus connue, c'est on inspire pendant 5 secondes, on expire pendant 5 secondes, pendant 5 minutes. Et on conseille de le faire, on peut le faire 2 à 3 fois par jour, au sens large, surtout dans certaines conditions, justement, si on est stressé ou si on a justement des atteintes du système nerveux. Euh, et on pourra mieux récupérer ça. On va avoir moins justement de surstimulation du système sympathique. Encore une fois, l'idée de faire ces exercices, c'est pour appuyer sur la pédale parasympathique relaxante quand justement notre pédale activante est trop activée. Et on sait que chez les personnes qui ont des crises d'angoisse, qui sont vite stressées, et en fait, c'est la pédale activante de ce système nerveux autonome qui est trop activée. Et simplement, on fait ces exercices-là. Et c'est pas des exercices psychologiques. C'est pour ça, moi, j'aime bien dire que c'est neurologique, c'est pas psychologique. Et en faisant ça, naturellement, on va activer notre nerf vague. Le nerf vague, la paire de nerfs vagues, c'est notre principal nerf parasympathique, tout simplement. Donc, c'est la pédale relaxante de notre corps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que comme l'activité physique, c'est des exercices conscients qu'on fait pour pouvoir agir sur le corps et qui sont gratuits, qui n'ont aucun effet secondaire et qui sont beaucoup plus puissants qu'on ne pense. Sauf que ça va agir petit à petit. C'est pas un truc comme ça que quand on le fait, tout va bien. Il faut s'entraîner, il faut le faire tous les jours, il faut le faire régulièrement. Donc il y a la respiration, il y a la méditation qui a montré aussi clairement avoir un effet très intéressant. Mais pareil, c'est pas faire c'est pas 1 heure une fois par semaine qui va être utile. Ça va être plutôt de faire 10 minutes tous les jours, d'avoir sa routine. Par exemple, moi, je fais ça plutôt avant de me coucher, voilà, au pied du lit. Euh, euh, et voilà, personnellement, moi, j'aime bien l'intégrer plutôt dans quelque chose de plus global, qu'on peut appeler ça yoga ou différentes techniques. Mais moi, ce que j'adore dans le yoga, c'est que justement, OK, il y a une philosophie, mais il y a aussi simplement une approche technique assez basique, même intuitive, où simplement on va bouger notre corps, on va faire certains types d'exercices tout simples qui font pas mal, normalement. Ça dépend, après, il y a plein de types de yoga, mais on va y intégrer et le mouvement simple et la respiration et cet aspect pleine conscience de méditative. Et donc, on va avoir plein d'effets positifs. Et encore une fois, moi, je conseille plutôt de le faire régulièrement, pas trop longtemps, 5, 10 minutes, 15 minutes, mais très régulier plutôt que faire des grosses séances. Euh, Après, il peut y avoir d'autres techniques, après plus spécifiques, sans entrer dans les détails, mais pour agir dessus. Et même, j'ai envie de dire, toutes les médecines complémentaires, toutes les médecines alternatives, de certains aspects, vont agir sur le système nerveux autonome. L'acupuncture, la médecine chinoise, c'est connu depuis 5000 ans en fait. Même les points d'acupuncture, les études qui sont en train de montrer que simplement, on en rejoint simplement, c'est des points qui sont complètement réels, mais qui sont en fait en connexion avec ce système nerveux autonome, tout simplement. Quand on fait un massage, quand on fait simplement des massages au niveau de notre peau, au niveau de nos fascias, au niveau de nos tissus, et on va simplement activer notre parasympathique. C'est ça que l'aspect relaxant qu'on va avoir. On va avoir un effet relaxant local, mais on va avoir aussi un aspect
on va dire, globale, générale, par de la stimulation d'endorphines, qui sont médiées, entre autres, par ce système nerveux autonome et qui vont faire une vasodilatation des vaisseaux. Le parasympathique va vasodilater les vaisseaux, le système sympathique va plutôt les vasoconstricter. Donc, tout ça, en fait, on peut le voir sous ce narratif, cette explication du système nerveux autonome. Mais encore une fois, il est impliqué dans plein de choses. Moi, je travaille aussi sur l'exposition au froid, c'est super intéressant. Le froid, de se faire des douches froides tous les jours ou d'aller se baigner dans le lac, va entraîner le système nerveux autonome, en fait. Et c'est comme ça qu'on explique que le choc thermique va activer le sympathique, ça va être on appelle le système fight or flight, c'est-à-dire le système fuite ou combat, ça va être assez stressant physiologiquement, le froid, le choc thermique, on ne va pas aimer. C'est pour ça qu'on va hyperventiler, on va avoir des palpitations, ou plutôt une tachycardie pendant le froid. On va avoir cet effet un peu coup de boost, justement. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on arrête, on sort de l'eau, on sort de sa douche, et en fait, il y a un effet rebond du parasympathique, du système relaxant, pendant les dizaines de minutes après, jusqu'à 2 à 3 heures après l'exposition au froid. Et là, on va avoir justement avoir un effet relaxant, calmant, zen, entre guillemets, sur le système nerveux autonome et donc sur notre corps, en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans le froid. Et certains, après, le travaillent encore mieux avec des extrêmes, sauna, puis bien en eau froide, justement. Là, on va aller travailler ce système nerveux de manière assez intéressante. Et voilà, les Scandinaves, ils connaissent bien ça. Et on sait que ça a des effets, même sur diminuer le risque de problèmes cardiovasculaires, d'infarctus du myocarde, dans le reste de sa vie, en fait. Donc, c'est pas anodin, c'est pas juste du petit bonus. C'est quelque chose qui peut vraiment avoir sa place. Ben, on en revient dans les 6 piliers globaux. Ces techniques-là vont avoir un aspect positif sur d'autres choses, sur le management du stress, sur le sommeil. euh, et je parle même pas sur le microbiote intestinal, le lien avec l'alimentation, parce que c'est le nerf vague, justement, ce nerf parasympathique qui fait le lien entre le microbiote, ce qui est sécrété, les, euh, les acides gras à courte chaîne qui sont sécrétés par ces microbiotes vont en fait stimuler le nerf vague pour agir sur le système dopaminergique de notre corps, donc sur la motivation et sur la régulation de notre corps. Donc, nos petites bactéries dans l'intestin vont agir sur notre cerveau via ce nerf vague, via ce système autonome. Donc, en gros, quand on creuse, en fait, tout notre système est vraiment connecté. Et les études qui ont montré qu'on peut stimuler nos lymphocytes T par la méditation, via le nerf vague qui est connecté à la rate qui va stimuler ces lymphocytes T. Donc, pour vous dire à quel point, en fait, il y a des choses qu'on ne pensait pas avoir un impact conscient sur notre corps avant qu'on commence à comprendre ces mécanismes-là. Et encore, là, je simplifie, il y a plein de choses à comprendre, mais ce système nerveux, il est tellement intéressant parce qu'il est intriqué dans le système inflammatoire, le système immunitaire, le grand système nerveux. Et, et, euh, et donc, c'est vrai que ça pousse vraiment à aller chercher des techniques, encore une fois, qui sont non médicamenteuses, mais on n'a parlé aucunement aujourd'hui de médication. On parle juste de prévention, de techniques simples qui peuvent être faites pour, pour être en bonne santé, et être en bonne santé au sens général. Et je trouve qu'après, chacun va trouver un peu son narratif, et son explication, pourquoi il le fait, etc. Mais voilà, ça peut être un de se dire, voilà, ben voilà, grâce à ça, je comprends mieux comment je suis, pourquoi je suis fatigué, pourquoi j'ai des palpitations quand je suis fatigué, pourquoi j'ai des bouffées de chaleur quand je fais ce genre de choses, et comment je peux y remédier, et sans forcément aller prendre un médicament ou quelque chose qui va agir et avoir des effets secondaires qui va agir sur d'autres systèmes, en fait. Donc, on en revient à essayer de connaître son corps et faire bien. À vous écouter, on voit l'importance de l'approche globale et aussi de la régularité. Vous l'avez dit, la régularité, et je pense que dans tout, Ce que je c'est... commence honnêtement, moi, c'est de la médecine. Moi, on me l'a jamais appris comme ça. Parce que nous, on apprend la cardio, la pneumo, la neuro, etc. Avec des systèmes qui sont, et même dans nos spécialités, voilà, on a des systèmes qui sont, tout est très en silo. Mais en fait, le corps, tout est intégré, en fait. Donc, c'est vrai que c'est important, justement, d'avoir cette approche un peu intégrative, globale pour pouvoir aider nos patients, en fait. Moi, j'aime bien dire que je traite pas un genou, je traite pas une épaule. Je traite une personne qui a un problème de genou ou une épaule, il est venu pour ça. Mais en fait, c'est pas que en regardant son genou ou son épaule qu'on va le traiter, quoi. Il faut vraiment être dans son intégralité pour l'aider. Alors après, on n'a pas toujours le temps, etc. Et il y a après d'autres contraintes, mais justement, en tout cas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Mhm. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez un dernier mot à partager aux personnes qui nous écoutent?
Non, bah, tout simplement dire que on a parlé de pas mal de choses aujourd'hui, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ça peut paraître compliqué de se dire par où je commence, comment je fais, etc. Mais j'ai envie de dire que, voilà, ça peut simplement se poser la question, se poser, entre guillemets, et se dire, OK, bon, ben, faire une sorte de petite checklist, se dire, voilà, ben voilà, comment est mon sommeil, comment est mon activité physique, est mon stress, comment est mon état émotionnel. Quels sont mes toxiques? Combien je bois dans une semaine? Combien je fume? Qu'est-ce que je fais? Où je vis? Quelles sont mes relations? Combien j'ai d'amis? Combien je vois d'amis? Ou quelles sont mes relations avec ma famille autour de moi, etc. Et regarder tout simplement se poser, se dire, voilà, ben, où je pourrais mettre un peu d'énergie? Ah, ben, cette semaine ou ce mois-ci, ben, je vais essayer de mettre un peu d'énergie pour être régulier dans mon sommeil. Ah, ben, essayer d'aller à ce cours de Zumba avec ma voisine, voilà, parce que finalement, j'ai jamais pris le temps, etc. Et se donner des petits objectifs comme ça, et essayer effectivement d'intégrer au quotidien. Et voilà, c'est pas si compliqué que ça, mais voilà, ça demande quand même une prise de conscience, une énergie. Sachez que voilà, il y a des professionnels pour vous aider, notamment sur l'activité physique, sur plein d'aspects. Et j'espère que tous les thérapeutes pourront intégrer aussi hein, de plus en plus un peu cette approche un peu holistique pour aider les gens. Et voilà, en tout cas, moi, je vais continuer avec mon petit bâton de pèlerin. C'est pour ça que, mais en tout cas, merci pour l'invitation de pouvoir en parler, de diffuser j'espère, ces bonnes paroles. Ouais. Merci à vous, en tout cas, pour beaucoup de conseils, d'échanges très intéressants. Où est-ce que les gens pourraient vous retrouver? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux ou un site ou quelque chose? Alors, ouais, bon, je suis pas très réseaux sociaux, donc même si j'y suis dedans, je ne veux même pas les donner parce que c'est pas trop là où, où je diffuse trop de choses. Euh, non, moi j'ai une consultation, voilà, j'ai rien à. J'ai une consultation en médecine du sport au CHUV et là il y a le site internet et il y a une santé, conseil d'activité physique et une santé. Et alors on a un projet de podcast justement avec le CHUV justement pour justement voir faire de la science, santé et sport. Donc, on va voir si ça voit le jour. Ce serait bien que ça voit le jour en 2025 pour essayer justement d'aller parler. On a plein de professionnels autour, que ce soit au CHU, à l'EPFL, à l'Université de Lausanne. J'aimerais bien justement, un peu comme votre modèle aussi, intégrer, d'aller parler de différents sujets au sens large. Donc, voilà, on va voir si ces projets mènera à jour. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation pour votre podcast. Et voilà, je trouve que c'est une super initiative. Il faut continuer à éduquer les gens. Je pense que les gens de plus en plus écoutent ça. Moi, j'écoute aussi beaucoup quand je fais du sport, justement. J'aime m'informer, j'aime nourrir justement nouveaux aspects sur plein de sujets. Donc voilà, continuez comme ça. Merci, un grand merci. Et merci aux personnes qui nous ont écoutés jusque-là. J'espère que l'épisode vous a plu. Et pour nous donner toujours de la force, n'hésitez pas à le partager, mettre un commentaire. Et à bientôt pour le prochain épisode. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.